Il y a des silences qui durent une seconde et qui contiennent une éternité. Le genre de silence qui s'installe juste avant la foudre ou celui qui suit une question dont on redoute la réponse. Le mien est arrivé un samedi de mai, alors que j'étais déjà en robe de mariée et que le parfum des pivoines flottait dans l'air. C'était le silence au bout du fil, juste après que j'ai dit «Allô?» avec un sourire dans la voix. J'étais déjà en robe quand mon téléphone a sonné. C'était Travis. Mon cœur a fait un bond. Je pensais qu'il appelait pour me dire qu'il était en route, qu'il avait hâte de me voir au pied de l'autel improvisé dans le jardin, qu'il m'aimait plus que tout. Au lieu de cela, j'ai entendu sa respiration, lente, prudente, comme s'il essayait de ne pas briser quelque chose d'infiniment fragile. Puis, les mots sont tombés, un par un, comme des gouttes de poison. Savannah, je ne peux pas t'épouser. Le monde ne s'est pas effondré, il a cessé d'exister. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, l'air s'est raréfié dans mes poumons. J'avais passé la matinée à épousseter le sucre glace de mes manches après avoir aidé à décorer le gâteau, à essayer de ne pas pleurer de joie pendant que maman s'agitait à propos du plan de table. J'avais souri à ma tante Louise, venue d'Alabama en voiture juste pour nous. J'avais laissé ma meilleure amie, Shelby, boucler mes cheveux en douces ondulations. J'avais essayé d'ignorer ce léger battement nerveux dans ma poitrine, ce pressentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Mais même cet avertissement discret n'aurait jamais pu me préparer à la déflagration de ces 4 mots. Je ne peux pas t'épouser. Le téléphone m'a glissé des mains et a heurté le parquet avec un bruit sourd qui, dans le silence soudain, a résonné comme un coup de tonnerre. La pièce s'est figée. Maman a levé les yeux du miroir où elle ajustait son rouge à lèvres. Mon père, qui venait d'entrer avec une tasse de café fumante, s'est immobilisé en plein milieu d'un pas, la tasse tremblant dans sa main. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé, personne n'a respiré. Il ne vient pas, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour eux. Comment ça, il ne vient pas a demandé maman, clignant des yeux, refusant de comprendre. Savannah, ce n'est pas drôle, arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas, ai-je répété, ma voix vide de toute émotion. Il a dit qu'il avait changé d'avis. Après ça, tout est devenu un brouillard chaotique. Le silence s'est transformé en un vacarme assourdissant. Des assiettes s'entrechoquaient dans la cuisine où les traiteurs s'activaient. Maman criait au téléphone. « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux invités ?» Shelby s'est précipitée vers moi, les bras tendus pour me réconforter, mais j'ai reculé. Je ne voulais pas qu'on me touche, je ne pouvais pas être consolée. Je me sentais creuse, comme si quelqu'un avait aspiré tout ce qui faisait de moi une personne pour ne laisser qu'une coquille vide, en forme de fille, vêtue d'une robe blanche et d'un voile emprunté. Je me suis traînée jusqu'à la fenêtre. Dehors, la scène était surréaliste. Les chaises pliantes blanches étaient parfaitement alignées sur la pelouse. Des ballons pastels, attachés à la balustrade de la véranda, flottaient doucement dans la brise printanière. J'ai aperçu ma petite cousine, dans la robe rose que nous avions choisie ensemble la semaine dernière, qui jouait à lancer des pétales de fleurs en l'air. L'air sentait la tarte aux pêches de ma grand-mère et les chèvrefeuilles en fleurs. Tout était encore normal, mais plus rien ne le serait jamais. Je me suis retournée lentement. Maman était au téléphone, sa voix un mélange de panique et de fureur contenue, essayant de trouver comment annuler un mariage en moins d'1 heure. Papa, lui, était resté planté là, à me regarder avec cette expression qu'il avait devant une clôture cassée ou un moteur en panne, comme s'il cherchait déjà un moyen de réparer ce qui était irrémédiablement brisé. Mais il ne pouvait pas réparer ça, personne ne le pouvait. « Je ne peux pas rester ici, ai-je murmuré. « Où veux-tu aller, ma chérie ?» a demandé papa, sa voix douce et pleine d'une impuissance qui me fendit le cœur. « N'importe où, mais pas ici. » C'est alors que, comme une réponse venue d'un autre monde, mon téléphone que Shelby avait ramassé a vibré de nouveau. C'était ma tante Jolène, la sœur de ma mère, la brebis galeuse de la famille, celle qui vivait seule et ne s'excusait de rien. J'ai décroché. « J'ai entendu », a-t-elle dit, sa voix calme et directe, sans la moindre trace de pitié. « Pas besoin de bavardage inutile.
Fais ta valise, ma puce. Viens passer un moment avec moi. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai raccroché, je suis sortie de la pièce, toujours dans ma robe de mariée. Je n'ai pas enlevé le voile. Je n'ai pas pris mes chaussures. J'ai traversé la maison, suis sortie par la porte d'entrée, sous le soleil éclatant de Géorgie, et j'ai marché pieds nus sur l'herbe fraîche en direction d'une nouvelle vie que je n'avais jamais prévue, ni désirée. Je n'ai pleuré qu'une seule fois, dans le bus, le visage collé contre la vitre poussiéreuse, en regardant ma vieille ville et la vie que je connaissais s'effacer derrière moi. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était pas la fin, c'était le début de tout, la fuite et le refuge. Le bus pour Willow Creek était à moitié vide, mais j'ai quand même choisi la dernière rangée, me blottissant contre la fenêtre comme un animal blessé. Je ne voulais pas parler, je ne voulais pas que des regards curieux s'attardent trop longtemps sur moi et que les questions commencent. Mon voile avait disparu quelque part en route, mais je portais toujours la robe, maintenant froissée, la dentelle délicate accrochée à ma hanche, une tache de poussière grise marquant l'endroit où j'avais trébuché en montant. Je n'avais pas eu le courage de me changer. J'avais l'impression que c'était la seule chose qui maintenait mon corps en un seul morceau, comme si en l'enlevant, je m'effondrerais en une myriade de fragments. Chaque bosse sur la route me retournait l'estomac. Je regardais défiler le paysage par la fenêtre. Des champs de coton à perte de vue, des clôtures en bois brisé, des maisons aux toits de tôle rouillés et des cordes à linge où des vêtements dansaient tristement au vent. Tout semblait si ordinaire, si immuablement normal, et cette normalité était une insulte à la catastrophe qui venait de pulvériser mon existence. Quand je suis enfin descendue du bus à Willow Creek, une petite ville endormie que je ne connaissais que par les récerbes de ma mère, tante Jolene m'attendait déjà. Elle était exactement comme dans mes souvenirs. Ses cheveux gris relevés en un chignon désordonné, une veste en jean usée par-dessus une robe simple, comme si elle hésitait en permanence entre la messe du dimanche et une vente aux enchères de bétail. Elle n'a rien dit en me voyant. Elle a juste hoché la tête, a pris mon unique sac de voyage et m'a dit « Allons-y, je vais t'emmener dans un endroit tranquille. » J'ai cru qu'elle parlait de sa maison, mais nous n'y sommes pas allés. Nous sommes passés devant sa petite maison jaune, avec sa balancelle sur le porche et ses carillons éoliens, puis nous avons emprunté un chemin de gravier qui s'enfonçait à la sortie de la ville. Mon cœur s'est un peu serré. Et si elle avait changé d'avis? Et si, finalement, je n'étais la bienvenue nulle part? Puis, elle s'est arrêtée devant un vieux bâtiment en briques rouges, envahi par le lierre d'un côté, et dont la peinture s'écaillait de l'autre. Le panneau en bois suspendu au-dessus de la porte était usé par les intempéries, mais on pouvait encore y lire, en lettres élégantes mais fanées, « Four Magnolia ». « Attends, ai-je dit, la voix tremblante. Tu me laisses ici ?» Elle a coupé le moteur et m'a regardé avec ses yeux vifs et perçants. « Savannah, si je t'emmène chez moi maintenant, les commères du quartier vont rappliquer avant la tombée de la nuit, avec des tourtes et des questions indiscrètes, pour savoir pourquoi une mariée en fuite campe dans ma chambre d'amis. Mais ici, dit-elle en désignant le bâtiment, personne ne viendra t'embêter. C'est un lieu de fantômes, et les fantômes respectent la solitude des autres. » Mes mains tremblaient quand j'ai saisi la poignée de la porte. Je ne sais même pas comment être seule, tante Jolene. Son expression s'adoucit un peu. Ma chérie, tu étais déjà seule à l'instant où cet homme a décidé qu'il ne t'aimait pas assez pour se présenter à son propre mariage. Mais la solitude n'est pas toujours une malédiction. Parfois, c'est le seul endroit où l'on peut enfin se retrouver. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de poussière, de bois ancien et de quelque chose d'autre, une note chaude et sucrée qui persistait sous des années de décrépitude. La vieille boulangerie avait de hauts plafonds soutenus par des poutres en bois noirci par la chaleur des fours. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres sales, projetant des traînées dorées sur les tables recouvertes de farine fossilisée et le matériel rouillé. Cet endroit n'a pas été touché depuis que Miss Loretta a pris sa retraite, il y a près de 10 ans, dit Jolene en actionnant un interrupteur. Une ampoule solitaire clignota avant de diffuser une lumière faible et jaunâtre. Avant,
10 personnes travaillaient ici. Maintenant, il n'y a plus que des fantômes et de vieilles histoires. Elle m'a conduite dans une petite pièce à l'arrière qui devait servir de bureau ou de chambre de repos. Il y avait un lit à cadre métallique, un bureau simple et une étagère remplie de livres de cuisine aux pages jaunies. Une courte pointe pliée, aux couleurs passées, était posée au pied du matelas. Elle dégageait une légère odeur de lavande et de thym. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour nettoyer, a-t-elle dit en posant mon sac. Tu as l'électricité, l'eau courante et une porte qui ferme à clé. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est un refuge sûr. C'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Je suis restée là, au milieu de cette pièce dépouillée, et pour la première fois depuis le coup de fil, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. Pas encore de l'espoir, non, mais une pause. Une accalmie dans la douleur. Un silence qui n'était pas vide, mais plein de possibilités. Je ne sais pas comment te remercier, ai-je murmuré. Ne me remercie pas, répondit-elle, déjà à mi-chemin de la porte. Mais ne reste pas là à te morfondre dans le noir. Si tu restes ici, tu vas faire quelque chose de tes mains. Nettoyer, ranger, peindre, cuisiner, n'importe quoi. Le travail des mains guérit l'esprit. Je n'ai pas discuté. Elle avait raison. Je ne savais plus qui j'étais, mais je savais que je ne pourrais pas le découvrir en restant immobile. Cette nuit-là, assise au bord du lit étroit, toujours dans ma robe de mariée souillée, j'écoutais les craquements des vieux murs, le bourdonnement du silence et le son de ma propre respiration emplissant l'espace vide. Personne ne savait où j'étais. Ni maman, ni Travis. Juste moi et les ruines d'une vieille boulangerie qui, autrefois, avait nourri toute une ville. J'aurais dû me sentir terriblement seule, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'être au début de quelque chose de réel. La farine et la renaissance. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil, qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses et le chant lointain d'un coq. Pendant quelques secondes bénies, j'ai oublié où j'étais. Puis, j'ai vu les poutres sombres au-dessus de ma tête, la peinture écaillée sur les murs et ma valise solitaire près de la porte, et je me suis souvenue. Je n'étais plus une mariée. Je n'étais plus rien de défini. Ce n'est qu'à midi que j'ai trouvé la force d'enlever ma robe. Je l'ai décrochée de mon corps comme une peau morte, et je l'ai suspendue dans un petit placard, à côté de vieux tabliers de cuisine abandonnés. La voir là, blanche et froissée, dans cette pénombre qui sentait la levure et le vieux bois, avait quelque chose de profondément symbolique, une page tournée que je n'étais pas encore prête à lire. J'ai passé le reste de la journée à balayer. La poussière s'accrochait à chaque surface comme un linceul. J'ai ouvert les grandes fenêtres et j'ai laissé le vent de Géorgie emporter autant de passé qu'il le pouvait. J'ai frotté les vieux plans de travail en bois, secoué les tapis et retiré la vaisselle fêlée des étagères, juste pour le plaisir de voir les choses bouger, de leur redonner une apparence d'utilité. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais le geste physique, répétitif, était apaisant. Quand la cuisine fut suffisamment propre pour y respirer sans tousser, je me suis assise près de l'immense four en briques qui trônait au centre de la pièce. J'ai passé ma main sur son rebord. Les briques étaient noircies par des décennies d'utilisation, mais elles étaient solides, inébranlables. Je me suis penchée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai perçu quelque chose de vague sous la poussière. Une odeur fantôme, de pâte chaude, de pain cuit et de sucre caramélisé. L'histoire de quelqu'un d'autre, gravée dans les murs. Si tu pouvais parler, ai-je murmuré au four, je parie que tu aurais des histoires incroyables à raconter. Ce soir-là, je suis allée à la petite épicerie du coin. La cloche a tinté au-dessus de la porte quand j'ai franchi le seuil et j'ai immédiatement senti tous les regards se tourner vers moi. Willow Creek était une petite ville. Je savais ce qu'ils voyaient, un visage inconnu, une jeune femme aux yeux cernés, achetant des portions individuelles et du liquide vaisselle. Les rumeurs avaient déjà dû commencer, leur petit bonhomme de chemin. Derrière le comptoir se trouvait une femme d'une cinquantaine d'années, portant des lunettes œil de chat et un badge sur lequel était inscrit « Cheryl ». Elle se pencha sur la caisse comme si c'était une boîte à secrets. « Vous devez être la nièce de Jolene », dit-elle avec un sourire trop large pour être tout à fait innocent.
J'ai entendu dire que vous séjourniez à la vieille boulangerie. C'est inhabituel. Je suppose que je suis inhabituelle, ai-je répondu en essayant de paraître plus légère que je ne l'étais. Eh bien, cet endroit a une bonne ossature, a-t-elle concédé. Les gens se souviennent encore du pain de là-bas. J'en prenais une miche chaude en rentrant de l'école, quand Miss Loretta faisait tourner les fourneaux. Le meilleur pain au levain que j'ai jamais goûté. Ce nom m'est resté, Miss Loretta. De retour à la boulangerie, j'ai préparé un dîner simple et je me suis assise près de la fenêtre, tandis que le ciel s'assombrissait. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette odeur fantôme, à la chaleur qui semblait encore émaner du four, au plaisir simple d'avoir frotté un plan de travail jusqu'à ce qu'il brille. Quelque chose en moi commençait à s'agiter, une envie de bouger, de créer. Et si j'essayais? Cette pensée m'est venue doucement, presque ridicule. Je n'avais jamais rien cuisiné de ma vie, pas sans une préparation en boîte ou un tutoriel YouTube. Mais quelque chose dans cet endroit me donnait envie d'apprendre. Peut-être était-ce le silence, c'était peut-être le four, ou peut-être était-ce simplement parce que je n'avais plus rien à perdre. Le lendemain matin, j'ai demandé à tante Jolene des nouvelles de Miss Loretta. Elle a haussé un sourcil. Pourquoi donc? Je veux apprendre à faire du pain. Elle m'a observé un long moment, puis a hoché la tête. Eh bien, tu as de la chance. Loretta est toujours dans le coin. Elle habite à Birch Hollow, à 15 minutes d'ici. Mais ne te fais pas d'illusions. Elle est têtue comme une mule et 2 fois plus exigeante. Mais si quelqu'un peut t'apprendre à écouter la pâte, c'est bien elle. Et comme ça, sans que je m'en rende compte, la première étincelle de quelque chose de nouveau a commencé à briller dans mes ténèbres. L'apprentissage et les premières miches. Le vieux pick-up de tante Jolene a cahoté jusqu'à Birch Hollow. La route serpentait à travers bois et terres agricoles avant de déboucher près d'une petite maison, délabrée, aux volets verts et au tournesol qui se penchait paresseusement par-dessus la clôture. C'est là que vivait Miss Loretta, une femme dont le nom était déjà, dans mon imagination, chargé de l'odeur de la cannelle et de la levure. Elle nous a ouvert la porte avant même que nous ayons eu le temps de frapper, comme si elle nous attendait. Elle était petite et nerveuse, avec des boucles argentées indisciplinées ramenées en arrière par un foulard, et des mains noueuses qui semblaient avoir passé une vie entière à lutter avec de la pâte. Son regard me scrutait comme un registre comptable, rapide, percutant, sans fioriture. « C'est donc elle, a-t-elle dit en croisant les bras, sans nous inviter à entrer, la mariée fugitive de Wayland. » Je rougis jusqu'à la racine des cheveux. Je ne pensais pas que la nouvelle irait si loin. Je suis Savannah. Je sais qui tu es. Jolene m'a dit que tu voulais apprendre à faire du pain. Pourquoi? J'hésitais. Comment lui expliquer que j'avais besoin de cuisiner comme j'avais besoin de respirer? Qu'après avoir été abandonnée devant l'hôtel, je ne savais plus qui j'étais, mais que je savais que je ne pourrais plus jamais redevenir celle que j'avais été? Je veux juste essayer, ai-je dit simplement. C'est tout. Elle m'a fixé une seconde de plus, puis a fini par s'écarter. Tu as des chaussures qui ne craignent pas la farine? C'est comme ça que mon apprentissage a commencé. Le premier jour, elle m'a fait balayer. Pas le genre de balayage que je faisais à la boulangerie. C'était un rituel. Chaque recoin, chaque grain de poussière. Ensuite, nous avons nettoyé l'espace de travail, essuyé toutes les surfaces et disposé les ingrédients comme des soldats, se préparant au combat. La pâtisserie, disait Miss Loretta de sa voix rauque, ce n'est pas juste mélanger des ingrédients, c'est une question de rythme, de patience, de ressenti. La pâte sait si tu mens. Elle sait si tu es pressée ou en colère. J'ai ri, nerveuse, mais j'ai hoché la tête. Elle m'a montré comment faire lever la levure, la température exacte de l'eau, comment mélanger sans brutaliser la pâte. Ma première fournée fut un désastre, une masse collante et trop humide. La deuxième était meilleure, mais elle s'est effondrée dans le moule. Arrête de te battre avec elle, m'a-t-elle dit en me regardant pétrir avec une énergie désespérée. Écoute-la, laisse-la te dire ce dont elle a besoin. Elle ne parle pas, ai-je murmuré, frustrée. Oh si, elle parle, mais pas avec des mots. Il faut apprendre à écouter avec les mains. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mon corps était endolori.
Mes doigts sentaient l'ail, le sel et la farine. Mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. J'étais engagée, présente, attachée au monde par quelque chose de chaud et de vivant. À la fin de la semaine, je pouvais pétrir la pâte sans même la regarder. Je savais comment la façonner, comment vérifier sa levée d'une simple pression du doigt. Et quand Miss Loretta m'a enfin laissé enfourner un pain toute seule dans son propre four, j'ai retenu mon souffle pendant toute la durée de la cuisson. Le résultat était imparfait, les bords un peu trop dorés, la croûte un peu trop épaisse, mais lorsqu'elle l'a sorti, l'a tapoté et l'a ouvert, laissant la vapeur s'échapper, elle a hoché la tête une seule fois. Pas mal, a-t-elle dit. Pas terrible non plus, ai-je répondu, déçue. Elle a eu un rare sourire. Si tout était déjà parfait, tu n'aurais plus besoin de moi, n'est-ce pas? Nous avons continué. Chaque matin, j'allais à son chalet et je travaillais jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Je prenais des notes dans un carnet, je posais des questions, je faisais des dizaines d'erreurs. Mais chaque échec m'apprenait quelque chose. Et lentement, presque timidement, j'ai commencé à faire cuire du pain au four Magnolia, moi aussi. Juste quelques miches par jour, à l'aube, alors que la poussière flottait dans la lumière dorée, comme de la farine en suspension dans l'air. Et la ville l'a remarqué. Cheryl, de l'épicerie, a été ma première cliente non officielle. Elle a acheté un pain au levain et s'est revenue 2 jours plus tard pour me demander si je pouvais faire des roulés à la cannelle. Un instituteur à la retraite m'a demandé du pain de blé au miel. J'ai griffonné des recettes dans mon carnet, j'ai fait des erreurs, j'ai brûlé 3 fournées, mais les gens continuaient à venir, attirés par l'odeur qui flottait désormais dans la rue principale. Ils ne voulaient pas seulement du pain, ils voulaient un souvenir, un peu de réconfort, un goût de comme avant. Un soir, après avoir nettoyé les derniers plateaux, je me suis retrouvée au milieu de cette vieille boulangerie et j'ai appuyé ma paume contre le four, en briques encore chaud. C'était comme s'il respirait sous ma main. Ce soir-là, j'ai écrit un petit panneau à la craie et je l'ai posé près de la porte. Ouvert samedi, pain frais fait maison. Je ne savais pas si quelqu'un viendrait, mais pour la première fois de ma vie, j'apprenais à faire confiance au processus, à laisser les choses lever. Le passé frappe à la porte. L'odeur de cannelle et de pâte qui lève emplissait l'air ce matin-là. Je venais de sortir du four un plateau de pain d'avoine au miel lorsque j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Je m'essuyais les mains sur mon tablier, le cœur battant un peu plus vite. Je m'attendais à voir Cheryl ou un autre habitué. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre et que j'ai aperçu la voiture, mon estomac s'est noué. C'était une vieille berline argentée, une portière rayée, immatriculée en Géorgie. Je connaissais cette voiture. Travis en est sorti, hésitant, comme s'il s'engageait en terrain inconnu. Il avait les mêmes épaules un peu voûtées, le même demi-sourire incertain, mais il était plus mince, plus pâle, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des semaines. « Salut, Savannah, dit-il, ses yeux scrutant la façade du four Magnolia, comme s'il ne reconnaissait pas l'endroit, ou peut-être la femme qui se tenait devant. « Travis, ai-je répondu, ma voix aussi plate qu'une planche à découper, je ne l'ai pas invité à entrer. Je passais juste par là, a-t-il menti. Bien sûr. Il a jeté un coup d'œil vers la route, puis s'est retourné vers moi. D'accord, je suis déjà venu ici, a-t-il admis doucement, les yeux rivés sur le gravier. Il y a un mois, je me suis garé de l'autre côté de la rue et je t'ai regardé. J'ai vu les gens faire la queue pour ton pain. J'ai failli entrer, mais je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Il est resté là, les mains dans les poches, se balançant d'un pied sur l'autre comme un garçon qui attend d'être grondé. « On peut parler » a-t-il demandé. « C'est ce que tu fais déjà. » Il a grimaça. « Je sais que j'ai fait une erreur, Savannah. Ce que j'ai fait était impardonnable. » Je me suis appuyé contre le poteau du porche et j'ai croisé les bras. C'est un mot pour le décrire, oui. J'ai eu peur, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Tout me semblait trop grand, trop définitif. J'ai paniqué. Tu as paniqué 1 heure avant notre mariage, ai-je rectifié, et j'ai senti ma voix trembler, non pas de douleur, mais d'une colère froide et longtemps contenue. J'ai repensé à ce jour-là, à chaque instant, depuis, a-t-il poursuivi. Et je veux juste arranger les choses, si tu me laisses faire. Quelque chose en moi a failli rire.
Un rire sans joie, juste fatigué. Je l'ai regardé, cet homme avec qui j'avais imaginé élever des enfants, construire une balançoire sur un porche, vieillir, et je n'ai ressenti qu'une distance immense, comme si je me souvenais de quelqu'un, d'un rêve qui n'avait plus de sens. Tu veux arranger les choses? Ai-je demandé doucement. Dis-moi quelque chose, Travis. Est-ce que tu es revenu parce que tu m'aimes ou parce que tu t'attendais à ce que je reste figé dans le temps, à t'attendre jusqu'à ce que tu changes d'avis? Il a cligné des yeux. La question l'a touché plus fort qu'un reproche. Tu me manques, c'est tout, a-t-il dit. Ce qu'on avait me manque. Ce qu'on avait, ai-je répété. Tu veux dire, avant que tu décides que je n'étais pas assez bien pour que tu te présentes? Ses épaules se sont affaissées. Je ne suis pas venue pour me battre. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être réessayer. Je vois maintenant que j'avais tort. Tu es différente. J'ai hoché la tête. Je le suis. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'y avait plus rien à dire. Quand il s'est finalement retourné et est retourné à sa voiture, j'ai regardé la traînée de poussière le suivre sur la route jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris une profonde inspiration et j'ai senti quelque chose en moi se détendre enfin. Je n'attendais plus. Quand la poussière était retombée, j'ai réalisé que je ne venais pas de fermer la porte au nez de Travis. J'avais fermé la porte sur la femme, qui autrefois mesurait sa propre valeur aux promesses des autres. Cette version de moi, celle qui mendiait l'amour, qui attendait, qui espérait, avait enfin disparu. Et elle ne me manquait pas du tout. Construire l'avenir. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, j'ai enlevé mon tablier et je me suis assise à la longue table, en bois, où je façonnais la pâte chaque matin. L'endroit était silencieux, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge murale. J'ai sorti la carte de visite qu'un homme m'avait donnée quelques semaines plus tôt. Mason Carter, un investisseur spécialisé dans les produits locaux. Il avait goûté mon pain chez Cheryl et était venu me voir, curieux. Je ne l'avais pas encore appelé, attendant de voir si le passé frapperait à ma porte en premier. C'était chose faite. J'ai composé le numéro. Ici, Mason Carter. Mason, c'est Savannah, du four Magnolia. Un silence, puis une voix chaleureuse. Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. Je suis prête, ai-je dit. Parlons affaires. Mason est arrivé 2 jours plus tard. Il n'avait rien d'un homme d'affaires arrogant. Il était calme, posé, et il a franchi la porte de la boulangerie avec un respect évident pour le lieu. Nous nous sommes installés à ma table de travail. J'ai consulté les registres fonciers, a-t-il commencé. Le bâtiment appartient au comté. Ils sont prêts à vendre. Il a mentionné un chiffre qui m'a fait siffler doucement. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. C'est vrai, a-t-il répondu. Mais je n'investis pas dans des murs, Savannah. J'investis dans les gens. Et je crois en vous. Je suis prêt à acheter le bâtiment et à vous en céder 40%. Vous êtes la propriétaire de l'âme de cet endroit. Je ne suis là que pour l'aider à grandir. Je l'ai regardé, stupéfaite. J'ai pensé au four fêlé, à la marque de brûlure sur mon tablier, à chaque recette ratée. Rien de tout cela n'avait été facile. Vous êtes sérieux? Tout à fait. J'ai hoché lentement la tête. Alors, allons-y. La semaine qui a suivi fut un tourbillon de paperasse et d'inspection. Mais Mason était là, à chaque étape, traduisant le jargon juridique, me rassurant. Vendredi après-midi, j'avais l'acte de propriété entre les mains. Le four Magnolia était à moi. Mon nom, à côté du sien, sur un document officiel, c'était la chose la plus réelle, la plus solide que j'ai jamais possédée. 6 mois plus tard, le four Magnolia n'était plus un simple bâtiment, il était le cœur battant de Willow Creek. 3 fours fonctionnaient de l'aube au crépuscule. J'avais maintenant 5 employés, dont Miss Loretta, qui venait encore 2 fois par semaine pour superviser, mais qui se contentait surtout de boire du thé et de sourire. Nous cuisions près d'une centaine de pains par jour, livrés dans les marchés de Mason, dans 3 comtés. C'était le chaos, c'était magnifique. Et c'était à moi. Mason n'est jamais intervenu dans ma façon de faire. Mais il était présent. Parfois avec des bons de commande, parfois avec des idées, parfois avec juste 2 cafés, et un chaleureux « Comment ça va ?» Il n'a jamais insisté,
jamais demander plus que ce que j'étais prête à donner. Et peu à peu, quelque chose s'est adouci en moi, une méfiance que je ne savais même pas que je portais. Un soir, alors que nous étions assis sur les marches de la boulangerie, sirotant une limonade, il s'est tourné vers moi. Je peux te demander quelque chose? As-tu encore peur? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la fille qui pleurait dans le bus. J'ai pensé à la voix dans ma tête qui me murmurait que je n'étais que ce qu'un homme avait laissé derrière lui. Non, ai-je dit, et c'était la vérité la plus pure que j'ai jamais prononcée. Plus maintenant. Il a hoché lentement la tête, puis, avec une précaution infinie, il a pris ma main dans la sienne. Et je ne l'ai pas retirée. À l'intérieur, les fours étaient nets et silencieux, le pain refroidissait. L'air sentait la farine, la sueur et quelque chose de plus doux, comme la paix. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais ici, dans ce lieu né de la ruine, j'étais chez moi. Épilogue. Certains matins, je me réveille encore avant le réveil, non pas par nécessité, mais par envie. Il y a quelque chose de sacré à entrer dans une boulangerie silencieuse avant que le monde ne s'éveille, à sentir l'odeur de la pierre fraîche et à savoir que cette journée, comme un pain frais, est encore pleine de promesses. Il y a 1 an, je croyais ma vie finie. Maintenant, je comprends que ce n'était que le préchauffage du four. Un dimanche, je me suis retrouvée devant le petit placard de l'arrière-boutique. Ma robe de mariée y était toujours suspendue, un fantôme de dentelle dans la pénombre. Je l'ai décrochée. Elle ne sentait plus mon parfum, mais la levure et la fumée de bois. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans une boîte. Je ne la jetai pas. C'était une partie de mon histoire. C'était la chrysalide que j'avais dû briser pour devenir ce que je suis. Je suis sortie sur le porche, Mason était là, assis sur les marches, une tasse de café à la main. Il m'a souri. Ce n'était pas un sourire passionné ou dramatique. C'était un sourire calme, comme le lever du soleil. Un sourire qui disait « Je suis là ». Je me suis assise à côté de lui et nous avons regardé le soleil se lever sur Willow Creek, projetant une lumière dorée sur la rue principale. Je n'avais pas de bague au doigt, pas de promesse murmurée. J'avais quelque chose de bien mieux. J'avais des mains couvertes de farine, une entreprise que j'avais bâtie, et un homme qui ne me demandait pas d'être sa femme, mais qui choisissait simplement d'être à mes côtés jour après jour. Et pour la première fois de ma vie, je savais, avec une certitude aussi solide que les briques de mon four, que c'était plus que suffisant. C'était tout.